la diffusion sur YouTube après. On a eu un petit problème avec YouTube, je suis désolé. Figurez-vous que quand vous voulez lancer pour la première fois un live YouTube, il faut 24 heures. L'activer avant. Et 3 heures du matin ce matin, c'était pas 24 heures avant. Donc, du coup, en plus par rapport à la pandémie, j'ai contacté le support et apparemment c'est encore plus long que 24 heures. Donc, bon, c'est vraiment mort quoi. J'ai vérifié juste avant, on peut pas faire le live sur YouTube. Enfin bref. Pendant que les gens arrivent, petite coupe pub pour la zone informatique. Si vous voulez aller sur le lien de la chaîne, on a fait quelques petites vidéos, donc une vidéo d'installation MATLAB. Et pour le mois de mai, après les campagnes, on va lancer par exemple des ateliers de robotique, d'introduction à Arduino. Si des gens sont encore plus chauds, on a encore d'autres projets en réserve. Et sinon, des formations en jeux vidéo, en codé avec Unity, un clone de Flappy Bird. Et sur la chaîne YouTube, on aura 3 vidéos qui vont sortir. 2 vidéos sur l'effet des technologies sur le cerveau, ainsi que une vidéo sur le Torrent. Donc voilà, c'était un petit peu pour les annonces, pour attendre encore peut-être une minute de plus. Et on va commencer dès maintenant la conférence, parce que ça va aller vite, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc on n'est pas sur YouTube, donc c'est peut-être un petit peu moins confortable de venir sur le Discord. Par contre, si vous ne comprenez pas quelque chose au milieu de la conférence, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Si plutôt c'est une remarque, etc., plutôt gardez-la vers la fin. Je vais essayer de faire tenir la conférence en 45 minutes. C'est justement pour pouvoir avoir ce moment d'échange par rapport à ces questions d'IA. Surtout, on va voir vers la fin de la conférence, qui ne sont pas du tout des questions évidentes et répondues. Donc, voilà, petit disclaimer. Et maintenant, on va pouvoir commencer la conférence. Donc, une introduction à l'IA du 21e siècle. Alors, je vais revenir un petit peu sur le titre. Pourquoi une introduction à l'IA du 21e siècle? Une introduction, tout simplement parce que c'est ma synthèse sur l'IA. Donc, c'est une introduction parmi d'autres. Une introduction parce que ça fait une durée de 45 minutes. L'IA, c'est très vaste. On ne peut pas faire ça je peux pas faire une étude prolongée d'IA euh, en 45 minutes. Et ensuite du 21e siècle, alors on va pas faire de prédiction, on va pas faire on va pas se faire des films en disant oui, plus tard c'est sûr qu'il y aura ça, ou des phénomènes catastrophes. C'est plutôt du 21e siècle dans le sens où je vais expliquer, mettre en lumière ce qui est d'après moi le plus important, le cœur de l'IA, et ce sont des principes qui vont évoluer avec le temps mais qui seront toujours là dans le principe. Donc c'est pour ça, si l'IA est bien expliquée aujourd'hui, dans 30 ans ça sera une autre IA, mais les principes resteront. En tout cas, ça c'est si j'ai bien fait le travail. Donc voilà. Donc, au sommaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la Chine pour introduire l'IA, parce que la Chine est un exemple fabuleux, très illustratif pour pouvoir parler d'IA. Ensuite, on va pouvoir parler d'intelligence artificielle d'un point de vue plutôt plus global, avec en se détachant un petit peu de la Chine. Vous allez en avoir marre au bout de 15 minutes de parler de la Chine. Et ensuite, on va prendre vraiment les questions les plus croustillantes autour de l'IA. Maintenant qu'on a eu un aperçu intuitif avec la Chine, qu'on a eu une deuxième couche de qu'est-ce que l'IA d'une façon globale, on va pouvoir attaquer les choses qui posent beaucoup de questions. Donc, sans trop tarder, la Chine. La Chine, petit contexte historique, en 98, 0,2% des Chinois avaient un accès à Internet. C'est simplement en fin des années 70 que la Chine s'ouvre à l'économie mondiale. C'est une énorme puissance industrielle, parce qu'il y a beaucoup c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usines pour faire des assemblages, etc. Et on a 1,4 milliard de Chinois en 2020, et les Chinois ont beaucoup de population depuis maintenant assez longtemps. Voilà, ça c'est simplement des éléments, je les pose là, et on va y revenir régulièrement pendant la conférence. On va pas prendre l'ordre chronologique et on va parler de ce qu'on appelle le Spoutnik chinois. Google, avec son algorithme AlphaGo, a battu le champion du monde de Go en 2017 en Chine. Alors, pourquoi le Spoutnik chinois? Déjà parce que le Go, c'est un jeu traditionnel chinois, qui est peut-être l'un des jeux les plus vieux au monde, si ce n'est pas le plus vieux. Euh, et les Chinois sont très attachés à tout ce qui est tradition. Et cette défaite sur leur jeu
dans leur territoire par une vilaine intelligence artificielle américaine, ça a été vraiment un coup dur pour eux. Et pourquoi c'est si impressionnant qu'on a battu les Chinois au Go? Parce que vous allez me dire que dès les années 90, il me semble, Kasparov s'est incliné devant l'IRA en échec. Pourquoi le Go c'est si marquant et pourquoi on a 20 années différentes eh ben, de différence? C'est pour la simple raison que les Go sont très complexes. Sur une grille de Go, on peut avoir 2 fois 10 puissance 170 positions différentes en fin de partie. C'est énorme. C'est le nombre d'atomes dans l'univers, enfin notre estimation du nombre d'atomes dans l'univers, c'est rien du tout. Et imaginons un instant que dans chaque atome de l'univers contient un univers entier, et qu'on compte tous les atomes qu'il y a dans ces sous-univers, et on fait le compte de tous les petits univers qu'il y a dans chaque atome, de tous les atomes qui est à l'intérieur, on se rapproche de l'ordre d'idée de ce chiffre, 2 fois 10 puissance 70, 170 positions. Je sais pas si l'analogie avec les atomes dans les univers vous a beaucoup aidé, mais si c'est pas le cas, c'est normal. C'est un chiffre monstrueux et on n'est pas taillé pour penser à des chiffres comme ça. Donc c'était une vraie prouesse technique. Maintenant, ça c'était un petit peu le coup de boost des Chinois, parce que ça s'est passé en mai 2017, la, la victoire d'AlphaGo. Et juillet 2017, la Chine annonce un plan pour 2030 pour être premier leader mondial en IA. En 2017, c'est 12 milliards investis dans l'IA, plus que les États-Unis. CF, l'image à droite. En fait, l'IA, c'est un petit peu la nouvelle électricité. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a en fait un parallèle qui a été fait par Andrew Ng. Alors Andrew Ng, c'est une grande pointure mondiale de l'IA. En l'occurrence, c'est l'un des cofondateurs de Google Brain, qui est l'un des plus grands laboratoires au monde d'IA. Il parle de l'IA comme une nouvelle électricité pour beaucoup de raisons. Il y a le lien, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je vais en donner simplement une seule. L'électricité, même sans savoir ce que c'est finement, on a pu l'appliquer euh, chez les gens, la donner chez les gens, la distribuer et faire plein d'applications géniales avec l'électricité. On avait des frigos, maintenant on a des lumières, on a des chauffages, pour prendre trois trucs de la vie de tous les jours, trois exemples. Et en fait, ce sont des choses qui existaient déjà. Pour le chauffage, on avait par exemple un poêle à bois, euh, on avait des bougies pour la lumière. Pour le frigo, on avait des techniques pour conserver les aliments. Mais l'électricité a permis d'introduire beaucoup d'applications qui ont complètement révolutionné nos utilisations. Et bien en fait c'est la même chose avec l'IA. L'IA, on peut faire beaucoup de recherches dessus, mais il y a aussi de l'autre côté énormément d'applications à faire avec l'IA. Et pour ça, la Chine, en niveau application d'IA, ils sont vraiment très forts. Alors pourquoi ils sont très forts en application en IA, la Chine? C'est parce que l'IA en fait se compose de trois choses. L'IA, c'est des centres de calcul, des gros centres de calcul, et beaucoup de données. Et on a des ingénieurs, des chercheurs, qui travaillent avec ces centres de calcul et des données pour faire des choses utiles. Les choses utiles, on va voir dans un instant ce que c'est. Voilà. Et l'IA, la Chine, comme j'ai dit il y a 5 minutes, ils peuvent faire énormément de matériel informatique, vu que ils ont beaucoup de chaînes d'assemblage, tout ça. Ils ont énormément de données, pour deux raisons. Première raison, ils sont 1,4 milliard. Deuxième raison, un Chinois va beaucoup plus. Ça va moins lui poser de problème de donner un petit peu de confidentialité, c'est-à-dire de lâcher un petit peu prise, entre guillemets, sur son intimité, pour pouvoir avoir plus de confort et avoir de meilleurs services. En Europe, il y a plein de choses qui ne passeront pas. Voilà. Et ça, pour l'IA, c'est du pain doré. Donc c'est un terrain fertile pour l'IA. Et en plus, on a des investissements de l'État chinois massifs. Ce qui a donné une grande accélération dans le développement de l'IA. Et on va prendre simplement un exemple illustratif très rapide, Wang Xing. Wang Xing, c'est un gars qui copie énormément. En 2005, même pour les Chinois,
il leur dit t'as un petit peu abusé, euh, pour donner une idée. Donc, il a fait trois clones. Funfu, c'est un clone de Twitter qui a pas trop d'importance, on va pas trop en parler. Renren, c'était son deuxième clone, vu qu'il y avait un clone avant Renren, mais on s'en fiche. Donc en 2005, il fait un site internet qui ressemble exactement à Facebook, qu'il appelle Xiaonei. Xiaonei, qui va devenir Renren plus tard quand ça va être acheté, parce que c'est devenu trop gros pour lui, il peut pas l'entretenir. Et en 2011, Renren rentre en bourse et va et a une valeur de 4 milliards. Pour donner un exemple illustratif de la compétition chinoise, il y avait un concurrent chinois à Renren, c'est Kaishin. Kaishin, c'était une petite start-up qui faisait un petit réseau social du type Facebook, donc concurrent direct à Renren. Et sauf que Kaishin.com, le site internet était déjà pris par quelqu'un d'autre. Et donc ils ont fait un site internet pour leur réseau social qui s'appelle Kaishin001.com. Et ce que Renren a fait, vu que lui il était déjà grand et établi, ils ont racheté le site internet Kaishin.com. Ils ont fait une. Je sais pas pourquoi mon ordinateur fait ça. Ils ont racheté euh, Kaishin.com et ils ont fait une copie exacte de Kaishin001 sur Kaishin.com. Et comme ça, ils ont détourné énormément d'utilisateurs de Kaishin001. Donc c'est pas très éthique, de 1. Et de 2, Renren s'est fait poursuivre en justice. Bien évidemment, ils ont perdu, mais le mal était déjà fait. Kaishin n'a pas pu récupérer les utilisateurs subtilisés euh, par Renren, que Renren leur avait volé. Ensuite, il y avait une grosse entreprise de Meituan que je pourrais parler, mais je vais passer. Il y a les liens sur le diapo si ça vous intéresse, histoire qu'on reste dans les temps au niveau de la conférence. Donc, on va parler de WeChat. WeChat, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. De base, en 2011, c'était une application mobile, un petit peu type WhatsApp. D'ailleurs, en 2013, ça a 300 millions d'utilisateurs en Chine et ça a des fonctionnalités que WhatsApp n'intégrera qu'en 2016, comme par exemple les conversations de groupe, les appels vidéo de groupe, etc. Sauf que WeChat, c'est plus qu'une copie de WhatsApp. WeChat, c'est un véritable réseau social et ils vont développer énormément de fonctionnalités, dont des fonctionnalités pour le business. C'est-à-dire que chaque société ont un espace société, en gros, sur l'application, où c'est carrément une vitrine pour leur société. Plus qu'une vitrine, c'est pas simplement un espace de l'application où la société va pouvoir faire de la pub, c'est carrément comme si dans l'application WeChat, il y avait une application pour une société. Par exemple, une application pour Didi, qu'on verra qui est l'application copie de Uber chinois. Toutes les sociétés en fait passent par WeChat pour faire leur communication, pour proposer leurs services. En tout cas, une certaine partie comment dire, des sociétés. Là, on voit à droite on voit qu'en Chine, ils ont simplement une application, alors qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'applications pour faire différentes choses. C'est simplement que WeChat est un portail qui mène au service des différentes entreprises. Et en plus, en 2014, on ajoute ça ils ont introduit le WeChat Wallet, donc une façon de payer par WeChat. Voilà. Donc c'était la dernière pierre qui manquait à l'édifice. Et donc ils ont eu une application qui faisait à peu près tout, qui centralisait tout. Et c'est la puissance de WeChat en Chine. Donc on va parler de quelque chose qui est très important, qui est la conséquence directe de WeChat, de l'écosystème un petit peu WeChat. C'est le online to offline. C'est tous les services commandés par Internet, mais ce sont des services dans la vraie vie. Par exemple, Uber Eats. Quand on commande quelque chose et que le repas, le livreur vient chez nous. Amazon, quand on demande à livrer des livres. Uber, tout ça. Donc, et les Chinois, c'est ça, mais pour beaucoup plus de choses. Ils ont beaucoup plus d'offres en O2O que nous en France, O2O, online to offline. Voilà, par exemple Didi, c'est la copie chinoise de Uber.
Mate One, ça permet de faire des livraisons comme Uber Eats, sauf que ça peut faire des livraisons aussi pour d'autres choses, des réservations d'hôtels, des réservations de vélos électriques. Enfin, c'est un petit peu un Uber Eats sous stéroïde. Et tout ça disponible sur WeChat et avec des interfaces de paiement Alipay et WeChat Pay intégrées. Donc la Chine a toutes les cartes en main pour permettre de supporter toute cette compétition. Parce qu'il faut savoir que les consommateurs sont exposés à toutes ces offres différentes, vu qu'il y a énormément d'offres du côté entreprise, vu qu'il y a un grand investissement, ce qui est en fait il y a une sélection naturelle de la compétition entre les entreprises. Simplement les entreprises qui demandent qui proposent les meilleures offres vont pouvoir survivre. C'est ce qu'on appelle Lean Startup. Donc, en plus de ça, on peut faire une petite comparaison Chine-États-Unis. Donc, j'ai mis 5 sociétés euh, des États-Unis que vous devez connaître, je pense. Alphabet, Google, YouTube, Amazon, Facebook, qui a Facebook à l'intérieur, mais aussi Messenger, WhatsApp, Instagram, Apple, Apple et Microsoft, toute sa suite de son système d'exploitation Windows, toute sa suite de logiciels, etc. Et en face, en Chine, on a un petit peu leur alter ego chinois. Baidu, qui est un moteur de recherche, aussi un service de géolocalisation un petit peu comme Maps, euh, un service cloud, un service de stockage en ligne de fichiers. Alibaba Group, qui est un petit peu comme Amazon. Tencent, ils font énormément de choses. Tencent, ils ont WeChat. Tencent, ils ont aussi des entreprises qui ont un petit peu rien à voir. Par exemple, Supercell. Si vous jouez un petit peu aux jeux sur téléphone, bah Supercell, un éditeur très connu de jeux vidéo sur téléphone, c'est Tencent. Ça appartient à Tencent. Le jeu le plus joué en ligne et en sport électronique, c'est League of Legends. League of Legends, édité par Riot Games. Riot Games appartient à Tencent. Voilà. Et ensuite, on a Xiaomi. Xiaomi, qu'on les met. On le positionne pas tout le temps comme un géant chinois, mais c'est lui qui va pouvoir, qui vend énormément de téléphones, de tablettes, de télé, de robots qui passent aspirateur chez vous, d'enceintes, tout ce qui est électronique, c'est Xiaomi. Voilà. Donc ça, c'était pour donner un petit peu les grands noms de l'industrie chinoise. Euh, Dans les notes de la conférence que je partagerai, il y a aussi euh, l'échange qu'il y a eu entre Elon Musk et Jack Ma. Jack Ma qui est le patron d'Alibaba Group, euh, qui est qui est super intéressant à voir parce qu'en fait Elon Musk c'est vraiment le stéréotype un petit peu occidental américain de comment on voit l'IA, et Jack Ma c'est vraiment la version chinoise de l'IA, c'est-à-dire l'IA c'est que de l'application. L'IA c'est bête, ça fait ce qu'on demande et ça va bien se passer, on va s'en servir comme un outil. C'est en ça que cet entretien est extrêmement illustratif de la différence entre Chine et les États-Unis. Maintenant, on va parler d'intelligence artificielle. Alors peut-être que vous avez eu la sensation que pendant les 15 minutes, je vous ai parlé d'une conférence sur l'intelligence artificielle et que j'ai parlé que de la Chine et que j'ai pas parlé d'intelligence artificielle. En fait, tout ce que je vous ai parlé avant, je vous ai parlé d'intelligence artificielle et je vais le démontrer maintenant en définissant ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ça c'est vraiment une définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des calculs menés sur des données pour faire quelque chose d'utile. Les données peuvent venir de capteurs ou d'utilisateurs. C'est peut-être un petit peu abstrait dans cette façon de voir les choses. On va prendre deux exemples. Une voiture autonome. Une voiture autonome, entre autres, il y aura une caméra dessus. Donc c'est un capteur. Des données, le flux vidéo, le flux d'images qui vient de la caméra, c'est les données. On va faire des calculs dessus, des chercheurs, en l'occurrence pour les voitures autonomes, qui vont repérer les gens sur le flux vidéo. C'est-à-dire on va repérer sur la caméra, les voitures, les gens, qui sont quand même des fonctions utiles pour faire fonctionner une voiture autonome. Et ça, c'est la tâche utile. Deuxième exemple, on va reprendre Amazon.
Amazon, quand vous cliquez, quand vous faites des achats sur le site internet Amazon, vous fournissez des données. Toutes vos interactions avec le site internet d'Amazon sont des données fournies par l'utilisateur. Et encore une fois, les chercheurs, les ingénieurs, data scientists, data analysts d'Amazon vont pouvoir faire plein de calculs et à partir de vos comportements, savoir si vous aimez plutôt les livres avec une couverture bleue ou une couverture rouge. Bon, en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait des IA pour ça, mais plutôt vos préférences en livres, vos préférences en aliments. N'importe quoi, n'importe quelle navigation d'Amazon fournit des informations à Amazon qui va vous permettre ensuite d'être orienté durant votre achat, durant votre session d'utilisation d'Amazon. Ça, c'est la tâche utile d'Amazon. Voilà. Et tant qu'on peut traiter automatiquement de l'IA, tant qu'on peut traiter automatiquement de l'information, on va parler d'IA. Donc c'est une définition assez grande de l'IA. Dès qu'on fait du traitement du signal, en vérité, et que c'est automatique, euh, on va parler d'IA. Donc là, c'est notre définition très légère et très globale de l'IA. J'en parlerai en fin de la conférence, mais pour faire cette conférence, j'ai lu un livre de Kai-Fu Lee. Et dans le chapitre 5, il fait une idée, il donne une idée, il présente une idée de ce qu'il appelle les vagues de l'IA. Et j'ai trouvé l'idée très importante et très intéressante, très pertinente. Donc je la représente. En fait, l'IA peut être décrite comme 4 vagues. Peut-être vous pouvez voir les vagues comme des niveaux d'IA en fait. Pour le moment, au niveau industriel, on commence à bien maîtriser les IA en ligne et les IA professionnelles. Je vais expliquer ce que c'est. Et par contre, c'est quand même purement du domaine de la recherche, les IA perceptives et les IA autonomes. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est. Les IA en ligne, c'est les IA qui traitent à partir des données d'utilisateurs avec leur interaction en ligne. On va prendre 3 exemples. Amazon, je viens de le faire. Vous faites des clics, vous faites des achats, on connaît vos tendances d'achat. YouTube, vous regardez des vidéos, vous cliquez d'une vidéo à une autre, vos recherches dans le moteur de recherche de YouTube, YouTube apprend ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et ensuite, on va reprendre une application chinoise, Tao Chao, qui est en fait un feed personnalisé de news, de nouvelles, d'actualité. Donc là, c'est une application qui va vous permettre d'avoir euh, un agrégat, une synthèse de toutes les nouveautés de la journée sur votre téléphone, à partir de vos préférences, de quel site sur quel site vous allez, etc. Donc ça, c'est des IA qui travaillent à partir d'interactions utilisateurs, de ce que l'utilisateur fait. Ensuite, on a l'IA professionnelle. Ça, c'est des IA, de façon générale, elles vont pouvoir traiter beaucoup de choses. Du texte, des images, et voilà, c'est ce qu'on appelle l'IA professionnelle. De l'audio, ça, c'est ce qu'on appelle l'IA professionnelle. Par exemple, le banquier, quand vous allez le voir et vous allez prendre un crédit pour votre nouvelle montre, et que vous faites un crédit à la consommation parce que vous êtes très coquet et la montre c'est 1500 € et, et vous savez pas de trésorerie, enfin vous faites un crédit pour une montre à 1500 €, admettons, le banquier il va pas sortir sa feuille de calcul et se dire ok, attends, je regarde, est-ce que vous pouvez faire votre crédit à la consommation ou pas. Ce qu'il va faire, il va aller sur son ordinateur et il y a un programme qui va lui dire ouais, il peut avoir son crédit, non, tu lui donnes pas son crédit. Et le programme, lui, il va penser, il va faire son calcul en moins de 10 secondes et il va vous comparer par rapport à tout l'historique de ces 30 dernières années des clients. Euh, c'est l'idée. Bon, bah, par rapport à son profil, regardons les clients passés de la banque, lesquels ont remboursé leur crédit, lesquels n'ont pas remboursé le crédit. J'estime une probabilité que monsieur, le monsieur qui veut une montre va rembourser son crédit et je donne ma décision en fonction de ça. On peut aussi beaucoup d'IA professionnels en diagnostic médical, en diagnostic judiciaire. Je ne vais pas m'étaler, c'est pas des IA qui vont remplacer des juges ou des médecins. C'est pas dans ce sens, c'est plutôt dans le sens où un médecin, par exemple, ça fait une auscultation et ensuite, par rapport à ses connaissances, il va se dire bah, vous avez l'angine ou vous avez le Covid, vu cette saison. Et une IA, avoir des symptômes
avoir donc des données et comparer à une base de données actuelle de ce qu'il sait et donner une décision par rapport à ça, c'est pile le schéma de la slide précédente. Donc l'IA pourrait orienter, donner les possibilités pour aider le médecin ou le généraliste à prendre une décision, par exemple, ou des spécialistes, enfin voilà. Ensuite, on a deux vagues d'IA beaucoup plus intéressantes et je vais m'attarder sur celle de Perceptive. Perceptive, on monte un niveau. Pourquoi? C'est-à-dire que là, c'est une IA qui arrive à modéliser le monde extérieur autour de lui. Je vais prendre trois exemples. Enfin, on va prendre un scénario et deux exemples. Donc le scénario est fictif, n'existe pas. Les deux exemples sont par exemple, quand vous prenez votre iPhone 10, trop bien, il a quelque chose qui permet de le déverrouiller simplement avec votre visage, c'est une IA de la perception. À partir d'une image, ou d'une vidéo, enfin des images qui prennent de votre figure, il peut modéliser tous les traits que vous avez en grande précision et vous donner accès à votre téléphone. Amazon, Alexa, il y a sa box et ils ont une technologie Echo qui fait que en fait la box va scanner l'environnement audio de la pièce, c'est-à-dire elle va voir si les murs environnement sont proches, etc. Et comme ça, il va pouvoir optimiser quand par exemple il balance de la musique, il va vous parler pour vous dire la température extérieure à 8h10 du matin. Euh, il va optimiser comment il répartit l'audio tout autour de lui en fonction de la configuration de la pièce. Maintenant, scénario, parce que là, c'est le petit niveau d'IA perceptive. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit que l'IA perceptive et autonome, on n'y est pas encore en pratique. C'est plutôt des domaines de recherche. Et on va parler, le niveau au-dessus, c'est ce qu'on va parler de Homo. Homo, c'est un petit peu l'évolution de O2O. Homo, c'est online, merge, offline. C'est-à-dire la rencontre, la fusion entre le en ligne et la vraie vie, le hors ligne. Pour illustrer ça, prenons un petit scénario qui vient aussi du bouquin de Kaifouli et imaginons que on s'appelle Julie et que on va nous faire nos courses. On va dans le supermarché du futur, peut-être dans 20 ans. C'est simplement à but illustratif cet exemple de qu'est-ce qu'il veut dire par IA perceptive. Et là, le caddie nous dit Salut Julie, j'ai regardé l'état de tes placards et bon, par rapport à ce que tu prends d'habitude, etc., je t'ai fait ta petite liste de courses. Vas-y, on va faire les courses. Moi, je vais te guider dans le supermarché, où est-ce qu'il faut tourner, etc. Donc là, on voit que par rapport aux données de nourriture dans la maison, le caddie va pouvoir guider et donner des recommandations à Julie pour faire ses courses. Si Julie, au milieu des courses, elle dit ah oui, mais il y a mon frère Léo qui arrive, en plus il est végétarien, moi je suis pas végétarienne, ah je sais, je vais lui faire mon petit plat indien que la dernière fois il a bien aimé, rajoute-moi ça sur la liste des courses. Le caddie, il va le faire. Il va rajouter les articles à aller prendre dans le supermarché avec un nouveau itinéraire, etc. Par exemple, tu peux avoir le, le vendeur qui va voir. Désolé pour ça. Tsamo, t'as ton micro, il fait d'énormes bruits pas agréables du tout. Donc par exemple, on a l'IA. Par exemple, le vendeur peut aller voir Julie. Julie, elle adore le chocolat. Et le vendeur, il le sait. Et il va aller dire à Julie, il fait ah, bienvenue Julie, aujourd'hui on fait des promotions sur les Valrhona, vous devrez prendre une boîte. Et puis Julie, elle se laisse tenter, ou elle se laisse pas tenter, mais elle a eu une recommandation du vendeur. Le vendeur, lui, ne connaît pas personnellement Julie. Par contre, il y a l'algorithme, l'IA du supermarché qui a dit ah ben il y a Julie qui arrive avec son caddie et en ce moment on fait une promotion sur le chocolat et Julie aime le chocolat. Donc tu pourrais faire une vente en allant proposer le chocolat à Julie. Bon, c'est un scénario complètement fictif, c'est pas demain que ça va se faire, mais c'est pour dire vraiment illustrer l'homo qui est l'aboutissement de l'IA perceptive. Et d'ailleurs, ça pose quand même assez de problèmes éthiques parce que juste avec cet exemple, peut-être que ça vous a fait réagir tout ce que l'IA connaissait sur Julie. Comment il a eu ces informations. Voilà.
c'est l'un des... Là, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on veut vraiment ce type d'IA? Est-ce qu'on veut vraiment accéder à ce type de confort? Bon, c'est des questions qu'on remettra plus tard. Et ensuite, l'IA autonome, très brièvement, la perceptive, elle arrive à faire une modélisation de l'environnement extérieur et agir en conséquence. L'IA autonome fait la même chose, sauf que en plus, la différence avec l'IA perceptive, c'est qu'elle va agir directement cet environnement. Elle va être dynamique dans cet environnement virtuel. Par exemple, les voitures autonomes, en plus de prendre en considération s'il y a des gens sur la route, on n'accélère pas et on s'arrête en face de nous. En plus de ça, la voiture autonome est elle-même dans l'environnement. Elle se déplace en même temps. Elle va devoir prendre en considération son comportement en réaction avec l'environnement. Et c'est ça que j'ai d'autres exemples d'IA autonome, mais là, ça fait déjà un moment qu'on est sur cette slide, donc je vais continuer. L'IA autonome, c'est toutes les IA qui vont pouvoir avoir une interaction avec leur environnement. Bon, cette slide est un petit peu chargée, c'est vraiment des idées que je trouve très pertinentes et importantes autour de l'IA. Pendant les 5 prochaines minutes, on va faire un petit tour de paysage de l'IA, de la recherche, ça va être que des recherches américaines je crois, autour de l'IA, pour souffler un petit peu. Yes, ça marche bien. Donc, par exemple, on a MyHeritage, qui est une startup et qui a sorti deux IA récemment. L'une pour animer des photos qui sont pas animées du tout, et ça fait, comme on voit à droite, des petits effets Harry Potter. C'est plutôt marrant. Ou alors des photos en noir et blanc et les colorer. C'est plutôt bien réussi aussi. Voilà, pour le plaisir des yeux. Ensuite, on a Skin Deep, qui on prend des vidéos, la photo du milieu de Justin Bieber avec plein de tatouages et on fait comme si on l'avait passé sous Photoshop en lui enlevant tous ses tatouages. Eh ben, ça marche plutôt bien. Sauf que là, c'est automatisé, c'est une IA qui fait. Maintenant, on va commencer à parler de trois grosses IA développées par OpenAI, GPT-3. GPT-3, alors c'est une IA, hein, euh, qui est une IA autorégressive de génération de texte. Alors, ça n'a pas aidé. Et je ne vais pas expliquer ce que c'est une IA autorégressive de texte. Par contre, une application de GPT-3, c'est le Guardian. Lui a posé la question, bon, GPT-3, est-ce que tu pourrais me faire un article pour nous expliquer que l'IA vient en paix et ne vient pas décimer tous les êtres humains? Ah bah devinez quoi, GPT-3 a fait un article sur The Guardian qui répond à la question tout seul. Voilà. GPT-3 c'est énorme, niveau IA c'est niveau de variables, pour donner un ordre d'idée, c'est 175 milliards de variables, GPT-3. C'est nouveau, ça date de septembre 2020. Ensuite, de OpenAI pareil, on a DALL-E et Microsoft Eclipse. DALL-E, on lui donne une phrase, il nous fait des images. Un petit peu comme un designer graphique en fait. On lui dit j'aimerais bien avoir une théière en forme d'avocat. Et DALL-E nous sort des théières en forme d'avocat. Sauf que DALL-E, on lui a pas appris à faire des théières en forme d'avocat. D'ailleurs, toutes les images qu'il génère n'existent pas. Ce sont des images entre guillemets originales. Par contre, DALL-E, lui, a compris ce que c'était l'idée de théière, l'idée de forme, l'idée d'avocat. C'est les mots soulignés sur la présentation. Et donc, à partir de ça, il arrive à faire une belle variété d'images. Et je pense que le résultat est assez impressionnant. Clip, de base, c'est on lui donne une image et Clip doit nous décrire ce qu'il y a sur une image. On lui donne une image de chien et il doit nous dire c'est un chien qu'il y a sur l'image. Là, à droite, on a fait l'inverse. On lui a dit, parce que normalement, à Clip, on lui donne une image, il nous donne une description. Description qui correspond à l'image. On lui donne une image de chien, il nous dit, il y a un chien sur l'image. Là, cette fois-ci, on a posé la question inverse à Clip, entre guillemets, avec microscope, pour vulgariser rapidement. On lui a dit, Clip, dans ta tête, à quoi ça ressemble une fête foraine? Donc on lui a donné sa sortie, c'est-à-dire ce qu'il devrait nous donner, la description, et on lui a dit, bon ben maintenant Clip, tu vas faire le chemin à l'envers, et tu vas générer l'image la plus proche possible que tu te fais de l'idée d'une fête foraine. Eh ben, l'image qui représente une fête foraine pour Clip, l'une des images
représente une fête foraine pour clip, c'est ce machin à droite, où on peut voir l'idée de fête foraine. Si ça vous intéresse, il y a plein d'images super belles, super intéressantes. Je dirais pas limite artistique parce que aucune notion en art, donc je ne peux pas parler de quelque chose que je connais pas. Mais sur le site d'OpenAI, sur Microsoft, avec tout ce qui est entre guillemets dans la tête de clip, avec microscope. Donc voilà, c'était des petites représentations pour amuser un petit peu, pour faire une petite pause de la recherche en IA, les gros trucs, ça c'est vraiment des modèles qui ont énormément de paramètres, etc. Voilà. La pratique et la recherche. Alors, on voit que en fait, il y a une grosse différence entre les États-Unis et la Chine. La Chine, en fait, est très forte en pratique et pas forte en recherche. Il y a pour ça généralement deux raisons avancées. La première, qui je pense qui est la raison minoritaire, c'est que on dit souvent les Chinois sont très attachés à la tradition, l'innovation, faire des choses nouvelles, etc. C'est comme si c'était plus dans la culture des Occidentaux. Je pense que c'est peut-être que c'est vrai que les Chinois sont très attachés à la tradition, mais je pense pas vraiment que ça soit une raison minoritaire. Là, c'est une opinion personnelle. C'est plutôt pour une deuxième raison. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la deuxième raison quand on parle, quand on veut expliquer cette différence entre pratique et recherche. C'est comme je l'ai dit au début de la conférence, la Chine, 0,2% de personnes qui avaient Internet en 98. Ils avaient un énorme retard technologique. Ils n'ont pas toutes les têtes pensantes qui ont fait le berceau de l'IA en Europe et aux États-Unis. Donc, ce qui explique que en 2021, ils sont très forts à se débrouiller avec l'IA pour les raisons qu'on a vues dans la première partie, mais on voit que ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le corps enseignant, les ressources universitaires pour faire vraiment des super recherches en IA. Donc, mais dans 20-30 ans, ça sera plus le cas. Dans 20-30 ans, les startups les personnes, toute cette connaissance, ce savoir-faire qu'ils ont amassé par rapport à l'IA, il y aura beaucoup plus de Chinois euh, établis qui auront cette connaissance, ils auront plus d'expérience dans le domaine et ils pourront produire de bien meilleurs, beaucoup de matériel académique et donc rattraper au niveau de la recherche de pointe les États-Unis. C'est en tout cas, là c'est un petit peu une prévision personnelle, mais si on suit cette logique et si c'est bien ça la raison de la différence de recherche entre la Chine, entre l'IA et les États-Unis, alors c'est ce qui se passera. Voilà. Donc on verra bien. Donc maintenant on va parler de toutes les questions sociétales. Je suis super content parce qu'on a commencé la conférence à 19h06 7 et il est 43. Ça veut dire que j'ai pratiquement 20 minutes pour parler de cette troisième partie et pour moi c'est la partie qui m'intéresse le plus de parler. Voilà, j'aime bien parler de la Chine, j'aime bien faire regarder les dernières nouveautés en IA, mais ce que j'aime, la partie la plus intéressante d'après moi, c'est celle-ci vers une société de l'IA? C'est une question. Et on va voir une société de l'IA, c'est-à-dire où l'IA est partout dans la société. Et qu'est-ce que cela, ça impliquerait? Parce que pendant les 30-35 premières minutes de conférence, vous êtes peut-être posé les questions en disant ouais, mais ça c'est limite quand même. Ou ouais, mais dans la société, ça a quoi comme impact? Ben, on va soulever les problèmes ici et voilà. Et on va essayer de défendre des idées euh, par rapport à ça. Sachant que ce sont des questions très ouvertes, les choses que je vais dire à partir de maintenant, c'est pas des opinions personnelles, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pensé, etc. Mais ce sont des positions beaucoup plus critiquables que précédemment. Précédemment, j'étais assez factuel. Je vais rester factuel, mais ça va être beaucoup plus critiquable. D'où l'utilité de la table ronde après. L'emploi. L'emploi, quand on parle d'IA, quand on parle à ses parents de l'IA. En tout cas, des fois on peut avoir des remarques en mode oui, mais il y aura plus de job étudiant, par exemple. Exemple. Et non, de façon générale, l'IA, on a beaucoup cette idée de
le menace d'emploi, l'IA et l'emploi. En fait, Kai-Fu Lee a fait deux super schémas et tous les emplois, il les découpe en deux grandes catégories. Les travaux qui nécessitent de la stratégie ou de la créativité, de la réflexion élaborée, et tout ce qui est physique, Ça, c'est assez, ça se comprend bien. Et on va mettre sur un graphique deux axes. L'axe vertical, c'est le même sur les deux catégories. C'est en gros le contact social, le contact humain qu'on a besoin pour le métier ciblé. Et ensuite, l'axe horizontal, ça va être la complexité que l'IA a à faire face. L'obstacle de est-ce que c'est difficile ou pas à faire à partir de l'IA. Donc pour les travaux intellectuels, tout ce qui demande énormément de réflexion, de créativité, ça va être des choses assez difficiles à, à faire reproduire par de l'IA. Et d'un côté physique, tout ce qui demande une grande dextérité, ou plutôt où l'environnement est complètement chaotique autour, euh, ça va demander énormément de, d'efforts niveau IA. Et donc ça va être compliqué. Et avec ces deux axes, où on va pouvoir placer les métiers, maintenant, on va pouvoir un petit peu placer ces métiers. Le placement des métiers est un petit peu subjectif par l'auteur, hein. C'est, encore une fois, on rentre un petit peu dans la phase critiquable. Euh, mais il définit quatre zones. On va commencer par la meilleure zone, la safe zone, c'est-à-dire la zone de sécurité, où ce sont des métiers qui ne sont pas menacés ni maintenant, ni demain, ni dans 10 ans par l'IA, a priori. Ce sont des métiers où c'est très difficile de singer, entre guillemets, de remplacer d'automatiser le métier par des IA, et en plus ça demande un contact social. Donc ces métiers, pas de souci. L'IA, c'est pas demain qu'on aura de l'automatisation de ces métiers. À l'opposé, on a la zone de danger. Ce sont tous les métiers qui sont pas très difficiles à faire par IA, et en plus on n'a pas beaucoup besoin de contact social. Et donc ça va être des métiers qui vont être remplacés par l'IA. Donc par exemple on a télémarketeur. Télémarketeur, quelqu'un qui vous appelle pour faire de la pub, ça existait beaucoup il y a des dizaines d'années. Maintenant au niveau pub, vous vous baladez sur internet, les algorithmes de pub de Google Ads sont 100 fois plus efficaces que des télémarketeurs. Voilà. Euh, on a ensuite, j'ai pas donné d'exemple pour la zone de sécurité. Je vais corriger ça. Par exemple, l'aide à personnes âgées, Elderly Home Caretaker, l'aide à domicile, ça va être quelque chose qui va être très difficilement détrônable par l'IA. Parce que en plus d'être assez compliqué, c'est-à-dire qu'on va mettre un robot, il doit s'adapter à tous les domiciles, à la personne âgée, à la spécialité de la personne âgée. Est-ce qu'elle a une hanche qui se fait mal, sa jambe, n'importe quoi. Et puis l'aide à domicile a un fort contact social avec pour prendre soin d'elle. On va pas simplement quand on a 90 ans, on va pas se dire bon ben on va envoyer des robots s'occuper des personnes âgées. C'est pas comme ça que ça marche, j'espère. Et donc c'est pour ça qu'il est placé dans la safe zone. Ensuite, on a deux autres zones, les zones intermédiaires. On a une zone human veneer, je sais pas si je prononce bien, qui est en fait tous les jobs qui vont pouvoir être assistés par l'IA. Donc par exemple, on peut dire un guide touristique, tour guide, où en fait l'IA peut faire des super recommandations pour faire le meilleur tour touristique, etc. Mais quand même, quand on va faire un tour touristique, on veut pas une application qui nous fait un tour touristique. On a envie que ça soit j'allais dire un indigène. Ouais, c'est l'idée. C'est la personne qui vit dans la ville, qui vit dans le pays. Si on va en Allemagne, on veut un Allemand qui nous fasse la visite des cathédrales gothiques. Je prends un exemple au pif. C'est l'idée. Par exemple, quand vous êtes dans un hôtel de luxe, on veut un réceptionniste qui est aux petits soins, etc. Grâce à l'IA, elle va pouvoir donner de superbes recommandations pour nous satisfaire au maximum. Mais par contre, on va pas pouvoir, on peut pas remplacer la réceptionniste par une IA parce que quand on va dans un hôtel de luxe, on veut pas parler à un robot, on veut parler à un réceptionniste ou à une réceptionniste qui présente bien et qui nous accueille. C'est pour ça qu'on paye l'hôtel si cher pour l'accueil, entre autres. Donc voilà. Et ensuite on a slow creep.
Donc c'est ce qui a amené petit à petit à disparaître. Donc c'est des choses qui sont très compliquées à être automatisées par l'IA, mais a priori, si on est super balèze en IA, on devient très très fort dans des dizaines d'années, peut-être centaines, je sais pas. Ça demande pas de contact social. Donc ces personnes-là peuvent être automatisées et ça posera pas de souci. Mais c'est pas dans 10 ans on va pas automatiser ces personnes-là. Ça dépend où ils sont sur la zone. Donc par exemple on a les personnes, les agents d'entretien ou nettoyer une maison. Ça demande pas peut-être pas beaucoup de contact humain, mais par contre c'est très compliqué parce que faut tout ranger, etc. Et c'est très compliqué à faire par une IA. Par exemple, l'auteur a décidé de mettre les scientifiques, les artistes, et les chercheurs en médecine euh, dans, dans cette catégorie-là. Et on peut trouver ça plutôt osé, mais c'est quand même assez osé de mettre ces personnes-là remplaçables, automatisables à très long terme par de l'IA. Mais en vérité, quand on regarde 4 slides précédemment avec Dali qui nous fait... ouais, c'est slide qui bug en fait. Dali qui, à partir d'un texte, permet de faire des images complètement originales et qui marche même pour des phrases, des concepts, une théière en forme d'avocat qui est quelque chose d'assez abstrait, quelque chose de fin, on a des images comme ça, ça pose certaines questions, au moins. Et sachant que là on parle du très long terme, on parle pas dans 10 ans, on parle dans beaucoup plus. Donc, ça c'est pour un job, est-ce que c'est remplaçable par l'IA? C'est une première question. L'OCDE dit que d'ici 2030, on a 10%. La PwC, qui est un institut d'économie, yes, bizarre un petit peu les slides de Google, un institut d'économie au Royaume-Uni, dit que ça va être de l'ordre de 35%. L'auteur du livre, euh, il est encore plus pessimiste et il dit que ça sera l'ordre de 40-50%. Alors je sais pas lequel a le plus raison, c'est simplement pour en donner un ordre d'idée. Et voilà. Donc deux choses avant de passer à la slide suivante. Pourquoi il dit que c'est 40-50%, qui se croient entre guillemets de faire des meilleures précisions que des instituts d'économie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cette ordre de grandeur d'automatisation d'emploi qui sera non remplacé. On ne parle pas d'emploi, ça c'est la perte d'emploi, 10%, 35% ou 40-50% d'après l'auteur du livre Kaifouli. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux études qui datent de 2017 font une prédiction de l'évolution de l'IA à partir de l'IA de 2013, d'un rapport de Oxford de l'IA de 2013. Et si vous connaissez un petit peu le domaine de l'IA, 2017-2013, l'IA a rien à voir. 2013, on est sur le début d'explosion de l'IA. 2017, c'est parti exponentiellement. Bon, pas exponentiellement, mais on a vraiment de très 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 grandes progressions. Donc en 2013, on ne pouvait pas prévoir ce qu'en 2017 donne l'IA. Donc ça, c'est un premier biais. Et le deuxième biais que l'auteur identifie dans ces rapports, c'est qu'ils considèrent simplement quel job va pouvoir être automatisable. Ils font le compte, ils font leur grille et leur catégorie de job en faisant un comptage, combien il y a de jobs par catégorie, quelles catégories peuvent être placées. Sauf que lui, il dit que il y a certaines catégories, c'est très bien de penser comme ça, mais en plus, il y aura certains jobs qui n'existeront pas, c'est-à-dire enfin, qui existeront plutôt, mais qui n'ont pas leur équivalent sans IA. Et ça, on ne prend pas en compte. On aura énormément plus de services, on n'aura pas simplement les services actuels améliorés, mais on aura aussi de nouvelles expériences qui seront propres à l'utilisation d'IA. Et c'est pour lui ces deux raisons, c'est pour ça qu'il est au-dessus de ses prévisions de 35% et de 10%. Donc, et deuxième point, dernier point de la slide, il va falloir faire quelque chose à un moment, vu sans faire une fine analyse politique,
euh, avoir, disons, on va prendre 20% des emplois qui ne pourront pas être récupérés et qui vont être automatisés par l'IA, c'est énorme. C'est énorme et dans le système actuel, on voit difficilement comment faire sans rien changer. Comment est-ce que ces personnes vont vivre? Comment est-ce que les gens vont devoir devenir tous chercheurs ou artistes ou alors aide à domicile? C'est compliqué. Il va, en tout cas, ça pose un problème et il doit avoir des décisions politiques qui sont mises en place. Soit on dit Lyon on n'utilise pas, position extrêmement critiquable, c'est-à-dire on arrête le progrès, on arrête de développer l'IA dans cette direction, soit on dit on rémunère les personnes dans la société d'une autre façon que le travail, où on dit qu'on fait des semaines à 20 heures, comme ça il y a du travail pour tout le monde. Enfin, toutes les solutions que j'ai dit sont critiquables et méritent d'être défendues et critiquées. Voilà. Et en gros, ça pose des questions dont on n'a pas forcément les réponses. Et ce sont des véritables questions qui vont arriver dans les dizaines d'années 2030-2040. Les places de pouvoir de l'IA. Alors ça, c'est un petit peu la diapo pilule rouge. Ça me donne pas très envie de la faire, mais c'est pour parler qui c'est les rapports de force de l'IA. Donc on a vu Chine-États-Unis. Alors on va voir plusieurs choses pour dire que ce rapport de force est en fait inquiétant. Alors déjà, on a des startups 2020, un classement Fodes, Disfold. Il y a quelques slides, je vous avais fait, voilà, c'est ce classement-là, sauf que là, c'est une représentation des 10 meilleures startups, et en vérité, ça vient d'un top 30, qui est donc au centre. Là, là. Et on voit qu'il y a 16 startups, donc la moitié est aux États-Unis, 9 en Chine, 3 au Royaume-Uni et 2 dans d'autres pays, Canada, Singapour. Donc il n'y a pratiquement que les États-Unis et la Chine. Donc niveau acteur économique, c'est très centralisé en fait sur les emplacements géographiques. Ensuite, on peut regarder par exemple l'investissement qui est donné pour l'IA pour pousser à faire du développement en IA. Cédric Villani, euh, député de la République en marche, je crois qu'il est toujours député, en tout cas il est dans le gouvernement, et c'est lui qui est en charge de l'IA. Et en 2017, en tout cas en 2017 c'était lui, et, et il a fait un rapport Villani où il explique comment la France va, sa technique, sa stratégie pour l'IA. Et il a dit qu'on va on va investir 1,5 milliard d'ici 2022. D'ici 2022. La Chine, 2017, 12 milliards. On rappelle. La Chine a dit d'ici 2030, c'est 150 milliards que je mets sur la table sur l'IA. Donc on voit que les rapports de force sont ahurissants. Et dernier point factuel, le top 500. Le top 500, c'est quoi? C'est un top des supercalculateurs. Vu qu'on a vu que l'IA, ce qui était important, c'était les données, les centres de calcul, et les chercheurs et les ingénieurs qui les faisaient fonctionner. Et la Chine a la moitié des meilleurs centres de calcul au monde, suivi des États-Unis de très près. Et ensuite, on a la France, pas plus mal, en quatrième position, 19. Sachant que c'est un top 500, j'ai vérifié, on a 9 calculateurs dans le top, dans le top 100 du top 500. C'est un classement qui date de novembre 2020. Donc, on n'est pas si mal. Et ensuite, j'avais dit que le top 500 c'est le dernier, mais en vrai, il y a un dernier indicateur qu'on peut regarder, c'est la recherche. En plus des startups, donc ça c'est un petit peu le côté pratique, développement, recherche et développement, et sinon il y a le côté recherche-recherche, où on fait des recherches en IA, et la France généralement se place toujours loin derrière la Chine et les États-Unis. Ça change en fonction des domaines, en fonction de comment on prend le classement, et c'est un petit peu du milieu de tableau, comme à l'image de Top 500 en fait. Voilà. Et en France, on n'a pas d'énormes laboratoires d'IA. On a l'INRIA par exemple. Voilà. Donc,
on peut se poser quatre questions qui sont en bas à gauche du diapo. Où sont les données? Où sont les centres de calcul? Où sont les acteurs économiques? Où sont les chercheurs? Les données, elles sont partout. Les centres de données, ce qui centralise les données, c'est majoritairement États-Unis et Chine, même si on a quand même du matériel en France. Les données, le pays le plus riche en données, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine on a des considérations éthiques que le gouvernement chinois, en tout cas, n'a pas. Ensuite, plus une IA, on leur donne des données, plus on lui donne à du gain, et meilleur sera l'IA. Où sont les acteurs économiques? Où sont les acteurs économiques? IA Startup 2020. Euh, Ils sont aux États-Unis et en Chine. Et où sont les chercheurs? Aux États-Unis et en Chine. Même si, comme je l'ai dit, la France est quand même un classement de milieu de tableau. Enfin, si on exclut les États-Unis et la Chine, on se débrouille pas si mal. Pourquoi est-ce que j'appuie sur ces points? C'est quoi la logique? En fait, il faut comprendre que l'IA a une dynamique de contraction, de concentration. C'est-à-dire que plus l'IA est centralisée, plus l'IA sera centralisée. Il va y avoir une minorité d'acteurs, les AFAM, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft, qui vont avoir tout le savoir-faire de l'IA. Et tous les secteurs, comme on a mis les tableaux juste avant en emploi, il y a énormément de secteurs qui vont pouvoir être automatisés ou aidés par IA. Et si on a une minorité de personnes qui savent faire de l'IA, elles peuvent relativement facilement contaminer tous les secteurs et avoir une domination dessus. Alors, c'est pas définitif, ça veut pas dire que les États-Unis et la Chine sont les rois du monde, loin de là, je vais nuancer, mais c'est pour dire que quand vous avez une expertise en IA, du code, c'est du copier-coller. Quand vous parlez alors, toutes les données ont leur spécificité, etc. C'est à mettre avec des gros guillemets. Mais il y a une tendance à la centralisation du savoir-faire aux États-Unis et en Chine. Et, euh, et donc, c'est eux qui vont avoir l'initiative sur prendre contrôle des différents domaines euh, à l'aide de l'IA. Parce que l'IA va passer à peu près partout dans l'industrie. Et c'est ça qui est inquiétant. Après, s'il fait la transition pour la prochaine slide, on a deux points. Il y a deux gros mais, en vérité. Là, j'ai mis que les côtés positifs. J'ai vraiment décrit un tableau négatif, qui est réel, mais qui est négatif, qui n'est pas complet. On peut rajouter deux points. Une nouvelle vague de l'IA. Les nouvelles vagues de l'IA, autonomes, perceptives, sont pas encore faites. Et vu où on en est au niveau de la recherche, vu où on en est au niveau pratique, on peut se propulser. C'est possible, l'Europe, la France, ça c'est encore des questions politiques, mais en tout cas les pays qui ne sont pas au devant de la scène pour le moment, il y a potentiellement des opportunités pour prendre la main sur ces vagues. La Chine, même si on a vu dans la première partie qu'elle a eu énormément de conditions bénéfiques pour aller pour pouvoir progresser en IA, a quand même rattrapé son retard. Et les nouvelles vagues sont des potentielles nouvelles opportunités. Ensuite, deuxième point, est-ce que ce qui nous intéresse en France ou en Europe, c'est de faire énormément de sous avec des startups, énormément de chiffre d'affaires, des cotes en bourse énormes, ou faire des articles énormément cités? Parce que, bon, euh, dans le domaine de la recherche, c'est assez contesté de dire un article est bon s'il a été cité, un article est systématiquement bon s'il a été cité 4000 fois. C'est quelque chose qui se discute largement, que beaucoup de chercheurs posent un gros point d'interrogation sur cette conclusion, de façon systématique. Euh, donc, ce qu'il y a, c'est que en fait, on peut parler de l'IA, mais il n'y a pas que ces IA là. Il y a des IA qui peuvent être bénéfiques pour le monde et pour l'humanité. Par exemple, toutes les IA, par exemple, on a le Gypsalab, coucou Gypsalab, qui fait du traitement du signal. Donc, on a défini ça comme de l'IA, donc qui est un labo d'IA et qui fait énormément de projets par rapport à des données géothermiques.
à des données océanographiques, la météo, etc. C'est pas avec ça, c'est pas parce qu'on arrive à faire par exemple de la on arrive à faire des IA pour mesurer par exemple la pollution qu'on va rentrer dans les IA Startup 2020 pour autant, ou qu'on va faire des super papiers de recherche qui vont être utilisés par tous les pays entiers. C'est simplement qu'il y a peut-être d'autres critères, une autre direction à donner à l'IA que les IA startup et les IA avec j'ai fait des papiers de recherche avec cité 10 000 fois. Et ça va être la conclusion de notre article. La photo, prenez pas attention pour le moment, je vais parler d'autre chose avant de parler de ça, avant de décrire la photo. Donc, c'est ce que je disais, diriger la recherche. Imaginons 5 secondes, petite expérience mentale. YouTube possède un onglet d'éducation où, au lieu de faire du tri de vidéos par rapport à ce que vous êtes le plus sensible à regarder, il fait un tri de vidéos sur ce qui est le plus pertinent à regarder. Une petite fonctionnalité que si vous voulez apprendre des maths, YouTube a fait une super sélection de vidéos de mathématiques pour vous améliorer en maths. Bon, les maths c'est quelque chose que j'aime bien donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais imaginons autre chose que les maths, on va dire la lutte contre le réchauffement climatique. Et là, on a une sélection de vidéos qui expliquent, qui sont très pédagogiques, qui ont pas mal d'informations et qui expliquent cette lutte du réchauffement climatique et qu'est-ce qu'il faut faire.